Et pour ce grand entretien, j'ai le plaisir de recevoir Roger Chudeau. Roger Chudeau, bonjour. Vous êtes Bonjour. député du Rassemblement national et vous étiez membre de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public. Donc commission de 31 membres qui a évidemment fait beaucoup parler ces derniers mois, il faut le dire, parce que ça a secoué quelque part le landerneau parisien. En réalité, se posait la question donc de la publication du rapport sur cette commission sur l'audiovisuel public. On a appris donc que bien ce rapport était adopté, effectivement, à 12 voix contre 10. Déjà, c'est arrivé, il me semble, uniquement 2 fois qu'un rapport soit enterré par la commission. Cette fois-ci, on est passé à vraiment pas grand-chose, 12 voix contre 10. Est-ce que vous pourriez expliquer déjà pourquoi ça a été aussi serré, comment ça s'est passé, pourquoi, et s'il y a eu tant de pression pour ne pas publier ce rapport? Eh bien, écoutez, c'est l'enjeu du rapport qui était en cause, évidemment. Ce rapport, pour la première fois, finalement, dans l'histoire de la Ve République, s'intéressait de près au service public de l'audiovisuel, à sa neutralité et à son financement. C'est un sujet que la gauche a considéré comme étant une sorte de tabou, de totem, il ne fallait pas en parler. Il allait de soi que le service public leur appartenait, n'est-ce pas, et ne pouvait être en aucun cas ni questionné ni mis en cause. Et ce rapport a établi, au bout de 230 auditions, que les choses n'allaient pas du tout, que les 4 milliards d'argent public qui étaient dépensés n'étaient pas correctement administrés et que surtout, le service public se caractérisait par des partis pris idéologiques très très nets, dont on peut dire clairement que il faisait penser l'ensemble du service public à gauche, et ceci depuis très longtemps. Parce que c'est un rapport qui donc est fait en 3 parties. Donc une première sur la neutralité du service public, une deuxième partie sur les conflits d'intérêts qui peuvent exister, et enfin une troisième partie sur les financements du service public. Parfaitement. Et dans les 3 points, évidemment, le rapport de 400 pages révèle un certain nombre de turpitudes ou de situations qui ne sont pas convenables en matière d'utilisation de l'argent public. Et évidemment, l'enjeu du rapport, et pour répondre à votre première question, le fait qu'il y ait eu un tel tir de barrage, à la fois de la gauche unie, nos fronts populaires, et d'une partie du centre, largement, tient au fait que ces gens, ce système, se sentaient directement mis en cause et publiquement mis en cause. Ces gens n'avaient pas l'habitude de rendre des comptes, et je pense que ça a été un bien pour la démocratie et pour la République qu'enfin ils aient des comptes à rendre sur leur comportement et sur leur gestion de l'argent public. Sur la question de la neutralité, ce qu'on voit, c'est que si on était un petit peu taquin, on pourrait se dire que les votes qui ont été réalisés en commission sont plutôt représentatifs des soutiens que le service public peut aussi apporter à certains camps. D'ailleurs, c'est assez net, précisément l'hystérie presque de l'opposition, notamment de gauche, vis-à-vis de Charles Aloncle, le rapporteur, et la démonstration qu'il se sentait directement, que la gauche se sentait directement attaquée, visée, car elle se sent toujours propriétaire du service public, d'une certaine manière. Et ceci a des fondements historiques. C'est-à-dire qu'après la Libération, il y a eu une sorte de compromis historique, comme on disait en Italie. À la gauche, grosso modo, le champ de la culture, des médias et de l'éducation, et de l'enseignement supérieur. À la droite, le champ de l'économie et du régalien. Je pense que ce compromis a volé en éclats. Il n'y a aucune raison, mais vraiment aucune, pour que la gauche se sente propriétaire des médias et du domaine de la culture, ni d'ailleurs aussi non plus du domaine de l'éducation. Donc là, c'est un coin qui a été introduit sous la porte, et je pense que ça ne fait que commencer. Mais nous aurons des réactions très vives de la gauche qui va sûrement dans les heures et les jours qui viennent s'efforcer de décrédibiliser ce rapport. Oui, parce qu'effectivement, alors un argument qu'on retrouve très souvent, c'est que ce serait un rapport bolloresque, que ce serait un rapport d'extrême droite finalement. Oui, bien sûr. Alors évidemment, la gauche considère que Charles Aloncle est l'agent, si je puis dire, de Bolloré, qu'il est, comme disait M. Patriélétus, le président de la commission hier, sur une chaîne de service public. Patriélétus accusait à mi-mot Charles Aloncle d'être le cheval de Troie du Rassemblement national, lequel a pour projet, effectivement, c'est inscrit dans le projet de Marine Le Pen, de privatiser une grande partie. On reviendra là-dessus, effectivement, plus tard. De privatiser une grande partie du service public. Bref, les procès d'intention vont abonder, il n'y a aucun problème, bien entendu, mais d'une certaine manière, c'est l'hommage du vice à la vertu. C'est-à-dire que plus ces gens
s'excite sur le rapport et tente de nous traiter de fascistes, d'extrême droite, etc., et d'ennemis du service public, plus ils manifestent par là qu'en fait, ils agissent en propriétaires qui se sentent lésés, hein, et qui sentent que leur système leur échappe maintenant. Alors, et on va essayer de revenir un petit peu sur tous les points, hein. Donc voilà, neutralité, conflit d'intérêts, financement, mais évidemment, pour partir sur de bonnes bases, quelle est la mission réelle de l'audiovisuel public ? C'est-à-dire, en fait, si vous voulez, ce qui est difficile à définir, c'est est-ce que ça... déjà, il n'y a pas que de l'information, il faut le dire. Dans l'audiovisuel public, on voit que, par exemple, il y a plein d'émissions que peut-être que nos auditeurs regardent, hein, mais de divertissement, des émissions, et bien même des séries, enfin plein de choses qui sont réalisées. Quelle est la mission de toutes ces chaînes ? C'est défini par la loi, c'est informer et divertir, n'est-ce pas ? Et donc, informer, évidemment, hein, c'est l'objet de tout organisme de l'audiovisuel, toute l'information, de tout le système d'information. Divertir, bon, ça peut se concevoir, bien entendu, mais je veux dire que le service public, actuellement, fait des choses qui ne relèvent pas à proprement parler uniquement du service public. Je pense, par exemple, à la retransmission, des matchs de football, c'est très bien, mais enfin, je veux dire, le privé le fait très bien. Je veux dire, Canal+ le fait très bien, d'autres chaînes privées le font très bien. On ne voit pas très bien la valeur ajoutée du service public. Il devrait y avoir une valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée devrait être la qualité de l'information. Et la qualité de l'information, c'est son objectivité et sa neutralité. Or, c'est précisément là, sur le premier point du rapport, que cela achoppe, si vous voulez. Hein. Manifestement, il y a un parti pris de gauche dans la présentation de l'information. Hein. Bien sûr, on présente des faits, mais ensuite, ils sont présentés de façon biaisée, très souvent, et les commentaires sont tous manifestement, enfin, en grande majorité, dirons-nous, très biaisés du point de vue politique. Enfin, c'est radio rue de Solferino, comme on disait autrefois quand le PS était rue de Solferino. C'est radio gauche, radio politiquement correcte. Alors, d'un autre côté, moi, je veux vous dire, Roger Chudeau, en tant que journaliste, je sais que la neutralité pour un journaliste, c'est pas quelque chose qui est vraiment possible. Dans le sens où, si vous voulez, un journaliste, on peut lui demander d'être honnête, on peut lui demander d'être de bonne foi, mais lui demander d'être neutre, c'est pratiquement impossible, parce que dans la manière de prononcer une phrase, dans la manière de choisir les sujets, il y a toujours des biais d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut demander quelque chose qui est humainement pas possible réellement au service public ? Alors, vous avez raison, il y a toujours une part de subjectivité et on ne peut pas interdire, c'est impossible et puis ça n'a aucun sens, à un journaliste de laisser entrevoir son positionnement idéologique, politique ou philosophique par rapport à tel ou tel sujet. Ça n'est pas possible. Il ne peut pas y avoir de police de la pensée, c'est pas l'idée. Non, l'idée c'est d'abord d'être honnête, dire écoutez, je vous présente une information, un fait, et voici ce que j'en pense. Et j'en pense ceci parce que j'ai cette telle sensibilité. Premièrement, honnêteté. Ensuite, équilibre. Parce que c'est bien... Enfin, quand on présente un fait, on présente par exemple la guerre à Gaza. Très bien. Si on la présente uniquement comme un génocide, c'est-à-dire comme selon la doxa de l'extrême gauche islamo-gauchiste, c'est un génocide. Si on martèle ça, là, on fait de la politique. On ne fait plus de l'information, on fait de la politique. On a le devoir, quand on est un service public, en l'occurrence, pour rester sur cet exemple, évidemment, d'inviter des personnalités qui considèrent que ça n'a absolument rien qu'il n'y a pas de génocide à Gaza, au contraire, que le terme de génocide est non seulement contestable, mais honteux. Mais ces gens-là n'ont jamais eu pratiquement le micro, ou le plateau, ou alors de manière très déséquilibrée. C'est 3/4 islamo-gauchistes et un quart, mettons, plus objectif, ou pro-israélien, etc., ou défendant Israël. Et c'est ce déséquilibre qui a été pointé parce qu'en réalité, ce qu'on sent surtout sur le service public, c'est que les journalistes eux-mêmes sont pour le coup quasiment tous effectivement de gauche, qu'ils n'existent pas vraiment, ou au moins du centre d'une certaine façon, mais c'est vrai qu'on aurait du mal à définir des éditorialistes ou des journalistes qui sont de gauche, qui sont de droite pardon, sur le service public. C'est absolument. Et peut-être que le problème des Français finalement, est-ce que c'est pas finalement de ne pas se sentir représentés dans ses opinions, parce que dans l'émission du service public, il est indiqué clairement que le service public doit être la traduction de la sensibilité des Français. Donc, c'est écrit, ça pour le coup, dans les statuts. Oui, c'est marqué équilibré diversité. Bon, y a pas la diversité, elle est plus que biaisée, hein, c'est certain. Et donc, de ce point de vue-là, si vous voulez, le service public appartient
idéologiquement à la gauche. D'ailleurs, il y a un passage, vous verrez dans le rapport, il sera publié lundi, il y a un passage sur les écoles de journalisme, c'est très intéressant. Le rapporteur a auditionné les responsables des grandes écoles de journalisme de Lille, et de Paris, de Bordeaux, etc. Et il leur a fait remarquer que parmi les personnalités qui étaient invitées pour plancher devant les étudiants journalistes, curieusement, c'était 9 sur 10 étaient de gauche. Et que, par exemple, il n'y a jamais un député RN qui est passé à Lille dans un amphi, par exemple. Or, nous sommes quand même, avec l'UDR 142, la majorité de l'Assemblée nationale, nous représentons 42% de l'électorat, eh bien, il n'y a pas moyen d'être invité à plancher devant des journalistes sur des questions d'intérêt général, de politique. Alors, déjà, est-ce que sur les invités du service public, ils respectent une forme d'équilibre, justement, au niveau des politiques? Parce que ça, pour le coup, c'est imposé par l'Arcom. Oui, mais enfin, ça n'est pas vraiment respecté. Enfin, effectivement, il y a parfois... Mais regardez, prenons l'exemple d'hier. Hier, les grands médias donc, du service public ont couvert l'information selon laquelle le rapport avait été adopté et publié. Bien, très bien. Qui a défilé sur les plateaux, franchement? Un ministre, Lescure, non, 2 ministres, Lescure et Madame Bréjon, je crois, porte-parole du gouvernement. Et puis, Monsieur Patriélétus, président macroniste de la commission d'enquête, qui a dit tout le mal qu'il pensait du rapport sur le fond, même s'il était d'accord et qu'il a voté pour. Mais voyez, donc il n'y a pas eu de contradiction. Charles Lalonde n'a pas été invité, c'est quand même extraordinaire. Il n'a pas été invité sur le service public, ni aucun autre député, on a été 12 quand même, qui aurait pu donner le point de vue de ceux qui ont voté pour. Donc ça, c'est une illustration parfaite du déséquilibre, n'est-ce pas? Bon, le service public continue, malgré tout, à pencher, même à tomber du côté où il penche, c'est-à-dire gauche et extrême gauche. Et alors, justement, donc, je reste un petit peu sur ce point. Évidemment, on a vu quelques auditions qui ont été publiées, donc pas toutes, je précise quand même, c'est-à-dire qu'un certain nombre se sont tenues à huis clos. Simplement, évidemment, on pense à des personnalités comme Patrick Cohen et l'affaire Cohen-Legrand qui a eu lieu il y a quelques mois. Dans le fond, comment ça se fait que des personnes qui ont effectivement été mises en cause dans quelque chose d'aussi important qu'encore une fois conseiller la gauche directement pour torpiller une candidate alors on va dire pas très à droite, mais en tout cas de droite quand même, Rachida Dati. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de conséquences dans ce cas-là? Est-ce qu'il n'y a pas une charte théoriquement à respecter par le service public et qui n'est pas respectée? Il y a une charte, il y a des comités d'éthique, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut, tout ce qui est prévu par la loi existe, sauf que ça ne fonctionne pas. Les comités d'éthique, vous le verrez dans le rapport, n'ont pas les moyens de fonctionner. Ils sont très peu saisis, ils ont très peu de moyens d'investigation, et surtout, il n'y a jamais de conséquences au débordement. L'Arcom inflige des petites amendes ou, prononce des avertissements, n'est-ce pas, en direction du service public, alors que, s'agissant d'autres chaînes qui ne sont pas le service public, ce sont les amendes, et ça va jusqu'à des interdictions. On l'a vu pour C8. On le retire carrément, le canal de diffusion. Donc là aussi, il y a un passage sur l'Arcom dans le rapport. Il y a 2 poids et 2 mesures dans l'Arcom, qui d'ailleurs est à la fois l'autorité qui, d'une certaine manière, nomme les présidents des chaînes et celle qui les contrôle. Donc l'une des conclusions de Charles Lalonde, c'est qu'il faut absolument sortir de là, et que les présidents des grandes chaînes doivent être nommés par le président de la République. Oui, parce que en fait, c'est effectivement ce que vous dites est intéressant dans le sens où on ne comprend pas tellement, par exemple, pourquoi l'Arcom pourrait demander le retrait ou le départ de Delphine Ernotte si l'Arcom a déjà nommé Delphine Ernotte. Pourquoi l'Arcom sanctionnerait Delphine Ernotte alors que l'Arcom a choisi Delphine Ernotte? C'est ça qui est assez paradoxal. Exactement, c'est une aberration. Donc la recommandation du rapporteur, c'est que le président de la République nomme, comme autrefois, les présidents des grandes chaînes du service public. Alors, c'est pas le président de la République tout seul, n'est-ce pas, comme un Deus ex machina, c'est avec, après avoir consulté le Parlement, les 2 chambres du Parlement, qui peuvent s'y opposer. Simplement, pour revenir sur un point du vote du rapport, on est d'accord que donc, la gauche, effectivement, s'y est opposée en bloc. D'un autre côté, il faut dire que les centristes, eux, se sont abstenus et que vous avez eu des votes un petit peu inattendus. Justement, donc on parlait de celui de Patriélétus, président de la commission, mais également de la droite, en fait, qui finalement s'est ralliée à vous alors que c'était pas tout à fait prévu. Alors, la droite a voté d'un seul bloc. Les députés LR, les
députés RN, les députés UDR ont voté pour la publication du rapport. Il y a eu également un député Lyotte, un député macroniste, le président, et une députée non inscrite, ce qui nous a fait 12. C'était à un près, puisque si ça avait été 11-11, ça ne passait pas. Parce que le principe, évidemment, à l'Assemblée nationale, c'est le principe majoritaire, et quand il y a égalité, il n'y a pas majorité. Donc, pour rester sur ce rapport, c'est un rapport non contraignant, il faut le dire. Bien sûr. En fait, dans le fond, et la question qui se pose un petit peu pour tout le monde, c'est à quoi ça va servir à la fin ? C'est-à-dire que, est-ce que c'est pas beaucoup de bruit pour rien ? Est-ce que c'est pas finalement des mois de travail pour... Oui, alors certes, un dossier de 400 pages, mais qui a aucune valeur contraignante et qui a aucune valeur législative directe, qui, en fait, simplement, dans le fond, aurait pu être réalisé par des journalistes ayant accès à absolument tout et neutre, et voilà. Oui, c'est un peu différent quand même, parce qu'une commission d'enquête parlementaire, si vous voulez, a des prérogatives très larges. On dépose sous serment. Le parjure est un délit. Il y aura peut-être d'ailleurs des poursuites pour parjure prochainement. Enfin, nous verrons ça. Ce qui est certain, c'est que ça n'est pas la même nature qu'un travail d'investigation journalistique. On va au fond des choses. Et les réponses doivent être apportées, les documents doivent être déposés. C'est une obligation légale. Ensuite, évidemment, les conséquences. C'est l'Assemblée nationale, c'est pas le gouvernement. Donc, l'Assemblée nationale n'a pas de pouvoir de contrainte. En dehors évidemment du fait de faire des lois. Et justement, ce rapport donnera à coup sûr, fournira la source de nombreuses propositions de loi, ou, si nous parvenons au pouvoir, de projets de loi visant à rectifier le fonctionnement du service public. Alors venons donc à quelque part à cette finalité du sujet aussi, c'est-à-dire que est-ce que le Rassemblement national est toujours favorable à la privatisation de l'audiovisuel public ? Si oui, est-ce que de tout l'audiovisuel public ? Dans quelles conditions ? Comment ça se marche ? Ça, c'est dans le programme de Marine. Je vous invite à vous y reporter. Non, nous considérons qu'il n'y a pas de valeur ajoutée actuellement au service public de l'audiovisuel, donc qu'il peut être largement privatisé, ce qui fera des rentrées budgétaires intéressantes dans la situation que nous connaissons. Évidemment, il resterait, puisque nous sommes au conditionnel, une partie de service public, bien entendu, Radio France Internationale, Radio France Outre-mer, et probablement une chaîne française aussi, enfin une chaîne métropolitaine aussi, parce qu'il faut que le gouvernement puisse disposer d'un outil de communication officiel si nécessaire, voyez-vous. Mais enfin, l'essentiel des autres chaînes de service public dont on ne voit pas en quoi elles sont un service public, véritablement, pourront être privatisées avec profit. Parce qu'un paradoxe qui nous amène aussi sur un autre sujet, c'est qu'en réalité, ce service public sous-traite beaucoup d'émissions. Et ça a été un grand sujet, notamment, je pense à 2 ou 3 sociétés, mais donc c'est Bainij, c'est Media One, donc Media One de Mathieu Pigasse, millionnaire, qui pour le coup se revendique comme étant... comme utilisant ces médias pour promouvoir la gauche et les idées de gauche, et à côté de ça même Nagui qui a sa propre société de production. En fait, dans le fond, c'est un service public mais qui sous-traite au privé déjà. C'est ça qu'on a du mal à comprendre. Il sous-traite au privé, il sous-traite à des amis, parfois à d'anciens agents même du service public qui ont créé leur propre société. Donc ça, c'est le deuxième point du rapport, ce sont les conflits d'intérêts. C'est-à-dire que Charles Laloncle estime qu'il y a là encore une fois, des biais et qu'on découvre un système de copinage, un système d'entre-soi, où au fond, donc, on se partage un peu le gâteau, parce que tout ça, c'est quand même de l'argent public. Les sociétés dont vous parlez sont rémunérées avec l'argent public, bien qu'elles ne soient pas des agents officiels du service public, ce qui leur permet de dire à peu près n'importe quoi et surtout de faire de la politique, ouvertement, mais elles font cette politique qui est évidemment une politique de gauche, avec de l'argent public. Et c'est ça que conteste le rapport. Ceci n'est pas normal. Donc c'est un procédé qui sera dénoncé et qui, je pense, produira après des réactions législatives. Sur le cas de Mathieu Pigasse, par exemple, lui, évidemment, on en a beaucoup entendu parler, notamment par son nouvelle Radio Nova, mais aussi donc sa société de production Media One. Quel est le rôle de Mathieu Pigasse, justement, un petit peu dans l'audiovisuel public actuel ? Eh bien, bon, je ne sais pas s'il a pas un rôle. Excusez-moi. Quel est son pouvoir, d'une certaine façon ? Qu'est-ce qu'il fait ça, écoutez, je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans le secret des dieux de l'audiovisuel
ni de M. Pigasse. Simplement, ce qui est certain, c'est qu'il y a là un travail d'influence, c'est très clair. Il y a une ligne éditoriale, il y a une ligne rédactionnelle, il y a une ligne politique qui transparaît à chaque émission, n'est-ce pas? Et effectivement, il s'agit là d'une entreprise purement et simplement politique, au service, comme dit M. Pigasse, sans s'en cacher, il n'y a aucune raison de s'en cacher d'ailleurs, des idées de gauche. Parce que l'audiovisuel public aujourd'hui coûte 4,4 milliards d'euros, si je ne m'abuse, et donc on paye 4,4 milliards d'euros par an dans le but de financer des émissions privées. C'est ça qui est assez, assez étonnant. Sûr, alors qu'en réalité, par exemple, je prends des chaînes, mais pas forcément CNews, même LCI, BFM TV, Europe 1, etc., elles, on paye pas, pour le coup, on paye pas un centime pour les regarder, alors que c'est du privé. Donc c'est ça qui est un peu particulier, c'est qu'en réalité, si on payait du public, dans le fond, ça aurait ça aurait déjà un certain sens. Mais comment expliquer justement ces transferts de compétences à du privé? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que l'audiovisuel public est obligé de faire appel à du privé? Je pense que ce sont des affaires économiques. Hein. Ça coûtera peut-être moins cher au service public en tant que tel d'utiliser des services privés, parce que ce sont des contrats globaux, forfaitaires, donc il y a moins de frais de personnel, il y a etc. Je pense que c'est pour des raisons budgétaires qu'ils le font, mais également probablement aussi pour des raisons, comment dirais-je, moins avouables, à savoir, vous pouvez dire ce que vous voulez, puisque vous êtes des prestataires, et vous agissez sur votre propre responsabilité, alors que nous, service public, nous sommes malgré tout encore un petit peu encadrés par la loi et par l'Arcom. Donc c'est, je pense, un système qui a été démonté, et c'est ce qui rend, comment dirais-je, la gauche aussi nerveuse, aussi fébrile, et aussi agressive. On a quand même, vous verrez, dans les minutes, les débats de la commission d'avant-hier qui a décidé de la publication et de l'adoption du rapport sont publics, seront rendus publics. D'accord. Vous verrez que, par exemple, il y a des députés de gauche qui n'hésitent pas à dire que le rapport est un torchon, par exemple. C'est quand même sans être repris par le président, d'ailleurs, ce qui est très choquant. Vous voyez, donc on est au niveau de l'insulte, mensonge, torchon, etc. La gauche persévère parce qu'elle sent que là, nous avons porté, je dis nous parce que je suis tout à fait pour le rapport sur le fond et sur la forme, nous avons porté le fer là où ça fait mal, c'est-à-dire dans un système qui est objectivement un système de copinage. C'est une forme de corruption au sens biologique du terme, c'est-à-dire que les choses se sont défaites de l'intérieur sans que personne n'y regarde. Et le mérite de la commission d'enquête, ça a été de jeter une lumière crue sur ces turpitudes. Et c'est pour cela que, ma foi, maintenant nous entrons dans le champ politique et que le combat sera rude. Et sur la question de Delphine Ernotte. Delphine Ernotte, de son côté, c'est vrai que ça fait 11 ans maintenant, je crois, qu'elle est à la tête de l'audiovisuel public. Elle est quand même assez universellement critiquée, même en interne, et pour le coup, elle non plus se cache pas de certains biais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une réforme à avoir de l'Arcom qui nomme justement alors ça c'est prévu. Vous verrez dans le rapport, c'est prévu. L'Arcom ne peut plus, si l'on suit les préconisations, les recommandations, ça s'appelle comme ça, du rapporteur, il faudra une loi, il faudra ou agir sur le plan réglementaire. Il n'est plus possible, selon nous, que l'Arcom soit à la fois juge et partie, c'est-à-dire qu'elle agisse sur la nomination des grands dirigeants du service public de l'audiovisuel, et qu'en plus elle soit chargée de les contrôler. C'est une contradiction véritablement manifeste. Donc l'idée de Charles Laloncle, c'est, je vous le disais tout à l'heure, le président de la République nommera les dirigeants des grandes chaînes publiques après avoir consulté le Sénat et l'Assemblée nationale. Il y a un auditeur en commentaire qui nous fait dire que, rapport à ce que vous disiez sur la commission, un torchon, il n'y a rien de plus efficace pour faire le ménage. Ce qui est juste. Ce qui est très bien trouvé. Oui, bien trouvé ça. Oui. Chers auditeurs, je rappelle, merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que nous sommes actuellement avec Roger Chudeux, donc député du Rassemblement national, membre de la commission d'enquête parlementaire, que nous parlons effectivement de cette commission sur l'audiovisuel public. Mais il faut aussi vous rappeler, chers auditeurs, que si Ligne Droite, si Radio Courtoisie
peut réaliser de telles émissions non subventionnées, eh bien c'est grâce à vous. Voilà, l'argent public sert à financer des chaînes, mais pas Radio Courtoisie, figurez-vous, cher Alexandre. Et puis rappelez-vous cette citation de Sacha Guitry, nous ne pensons qu'à l'argent, celui qui en a pense au sien et celui qui n'en a pas pense à celui des autres. Eh bien nous pensons à votre argent, chers amis, mais c'est pour la bonne cause, pour diffuser le message de Radio Courtoisie. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr, soutenir.rc.fr ou vos chèques au 61 boulevard Murat, Paris 16e, et il faut les libeller à l'ordre de Radio Courtoisie, bien sûr, merci d'avance. Merci Franck. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Alexandre de Galzin. Roger Chudeau, donc je reviens avec vous. Je rappelle que vous êtes député Rassemblement National, membre de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public dont nous parlons ce matin. Le rapport donc eh bien, a été approuvé par la commission. Il sera publié officiellement lundi prochain. 400 pages de rapport tout de même. Il y a un sujet sur lequel je voudrais vous emmener aussi. C'est un sujet dont on n'a pas encore en fait, qui est un petit peu passé sous le boisseau. C'est celui de Radio France. Radio France, c'est une radio donc, qui possède France Culture, France Info, qui possède également de nombreuses antennes locales, avec ici je crois que c'est le nouveau nom exactement. Le nouveau nom, oui. Donc d'une certaine façon, Radio France certes a un biais idéologique, il y a France Inter évidemment, Radio France certes a un biais idéologique, mais par exemple, il faut le dire aussi, il y a du bon sur France Culture. Oui, ah ben, bien sûr, mais sur France Musique aussi. Oui, j'écoute France Musique. Voilà. Évidemment, j'écoute aussi des émissions de France Culture, il y en a d'excellentes. Mais alors, dès qu'il s'agit d'actualité, alors là, c'est très frappant. Oui. C'est-à-dire que le ton change. Après une conférence, je ne sais pas moi, sur l'œuvre de Proust, tout à fait passionnante, on tombe soudain sur une radio militante qui nous explique qu'à Gaza, il y a eu un génocide, qui nous explique que M. Trump est fou allié, qui nous explique... Qui fait de la politique. Oui, en tout cas, c'est des sujets qui se débattent théoriquement. En tout cas, voilà, je veux dire, donc c'est clair, la ligne est claire, la ligne éditoriale est tout à fait évidente, elle saute aux yeux, elle saute à l'oreille, si j'ose dire. Et donc c'est ça qui est assez choquant. Je comprends pas comment des radios qui, sur le plan culturel, sont de grande qualité, incontestablement, peuvent se laisser aller ainsi, dès qu'il s'agit d'information, à faire de l'information militante au lieu de faire de l'information journalistique. Ça, c'est ça qui est absolument scandaleux et qui, je pense, devra changer, ça c'est certain. Un point que je pense une question que pas mal de personnes se posent, notamment dans le camp national au sens large, c'est... alors, je vais poser la question de manière volontairement provocatrice, mais la gauche a depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans un outil de propagande absolument formidable. Pourquoi pas le mettre à notre service ? Oui, justement, non, nous ne sommes... mais bien sûr, mais vous vous avez voyez raison. l'idée de fond, c'est-à-dire qu'en fait, dans le fond, il y a quand même cette hégémonie de la gauche actuellement. Pourquoi même ne pas reprendre le service public ? Pourquoi vouloir absolument, justement, le privatiser et pas au moins, disons, le rendre à sa mission originelle? Pourquoi ne pas justement reprendre le service public et se dire que par exemple dans un an Alexandre de Galzin serait journaliste présentateur du service public d'une matinale de France Inter? Non mais j'en sais rien, mais plus sérieusement, ne serait-ce que rendre ça plus équilibré. Non, mais pour le rendre équilibré, eh bien écoutez, privatisons et laissons la loi du marché et la loi de l'offre et de la demande, la loi du consommateur, le jugement de l'auditeur, décider. Une chaîne finalement privée, elle vit grâce à la qualité de ses émissions et à son auditorat, c'est-à-dire aux gens qui la suivent, qui s'y abonnent ou qui la suivent régulièrement dans la voiture, le matin, le soir, etc. Et donc, laissons faire les choses. N'est-ce pas ? Pourquoi avoir une sorte de radio officielle, n'est-ce pas, qui serait la voix d'une majorité, etc. C'est antidémocratique. Nous considérons qu'il peut y avoir une voix de l'État, ça c'est sûr. Donc, il est une voix, enfin, une radio qui porte l'intérêt général, mais dans un domaine restreint qui est celui de l'information générale, etc., de la sécurité. Mais pour tout le reste, il n'y a aucune raison pour ne pas laisser faire les grands opérateurs privés qui savent très bien faire de l'information, qui la font de manière diversifiée, de manière pluraliste, et qui, d'une certaine manière, sont soumis à la loi du marché. C'est-à-dire... Pardon, mais Roger Chudeau, pas toujours. C'est-à-dire que d'une certaine façon, par exemple, évidemment, vous regardez BFM TV, vous regardez, soyons honnêtes, même CNews, il y a quand même des partis pris qui sont particulièrement marqués. Et d'une certaine façon, on ne peut pas faire confiance au privé pour devenir plus neutre que l'État. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne Non, mais il ne réellement. s'agit pas de demander au privé de renier ses orientations, mais au moins elles sont visibles. Chacun sait que CNews est ancré à droite,
Chacun sait que BFM TV serait, je ne sais pas, enfin, vaguement macroniste, enfin bon, centre-gauche, centre-mou, peu importe. Mais tout le monde le sait, tout le monde le voit. Et chacun se décide, chacun trouve chaussure à son pied. L'idée, c'est au fond la liberté. Nous, au Rassemblement national, nous sommes pour la liberté d'expression. Donc nous ne tenons pas du tout à nous approprier le service public pour y déverser notre propre propagande. C'est grotesque, il n'y en a pas question. Donc nous sommes pour la liberté d'expression et pour la loi du marché en matière d'audiovisuel, comme pour le reste, ma foi. La main invisible du marché fonctionne. Les gens trouvent l'émission qui leur plaît, la tonalité qui leur plaît, l'orientation politique qui leur plaît. Chacun est libre, c'est un problème. Mais il faut au moins qu'il y ait une offre diversifiée. Et sur France Culture et France Musique, par exemple, dont on parlait, qui sont des chaînes qui ne sont pas d'information quelque part, est-ce que le Rassemblement national, si jamais il arrivait au pouvoir en 2027, vous souhaiterez les conserver ? Oui, alors vous voulez dire des chaînes qui... Non, mais je parle spécifiquement, par exemple, de France Culture ou France Musique. Alors, ce sera vu au cas par cas, je pense, sincèrement. Mais effectivement, des chaînes de cette qualité, dont la qualité intellectuelle, conceptuelle est évidente, elles peuvent être privatisées. Je ne vois pas très bien pourquoi le fait que l'argent viendrait non pas de l'État, c'est-à-dire de nos poches, mais de consommateurs ou d'abonnés, changerait quoi que ce soit à la qualité de l'émission. Après tout, une émission musicale, de critique ou... elle n'a pas besoin d'argent public, je veux dire, elle peut le faire avec l'argent privé. Je ne vois pas très bien le rapport, en fait, vous voyez. Autre question, évidemment, qu'on a assez peu abordé finalement dans le fond, c'est tout l'aspect financier. Tout l'aspect financier, donc on le disait, 4,4 milliards d'euros par an sur l'audiovisuel public. Ouais. Déjà, première question, est-ce que la suppression de la redevance télé, finalement, a eu de réels effets, ou est-ce que c'était plutôt du maquillage pour finalement passer ça à la TVA ? Alors... d'une certaine manière, ça a tout changé, puisque autrefois, la redevance, enfin, je veux dire, le service public de l'audiovisuel côté télévision était payé par ceux qui possédaient un téléviseur ou plusieurs téléviseurs. C'est assez logique, c'était des consommateurs qui payaient directement. Ouais. Bon. Désormais, de par la loi, tous les Français payent pour la télévision, même s'ils ne la regardent pas. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que ceci donne une grande légitimité à ce rapport. C'est que nous sommes tous concernés. Autrefois, on aurait pu dire, ça concerne les, 10 millions de téléspectateurs. Oui. Mais maintenant, c'est... quelque part, il y avait une vision presque de consommateur. Quelque part, je consomme du service public, donc je paye du service public. Voilà, d'accord. Aujourd'hui, tout le monde paye. Qui regarde la télé ou pas. Et donc, c'est une affaire d'intérêt général qui concerne tous les contribuables, tous les Français. Et c'est pour ça que, du coup, le rapport à cette légitimité-là, c'est que fait-on de notre argent ? Ce que propose Charles Laloncle, c'est de passer de 4,4 milliards à 3 milliards. Ouais. Donc, alors là, donc un tiers du budget en moins. Oui, bien sûr. Enfin, on peut. Il y a des chaînes qui servent, qu'on peut fusionner. Vous verrez dans le rapport. Mais enfin, fusionner. C'est Antenne 2, c'est ça, avec... non, pas Antenne France 2, oui. Oui, France 2, pardon. France 2 avec TV5, avec... supprimer... Des chaînes de radio qui n'ont pas de public, en fait, comme le Move ou des trucs comme ça. La jeunesse ne regarde pas ça, parce que ça fait longtemps que c'est complètement ringard. Et donc, ce sont des économies de bon sens, et puis ensuite, contracter aussi les dépenses invraisemblables du service public dans son fonctionnement. Venons-y, c'est-à-dire qu'en réalité, on a entendu beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'existe pas ? Est-ce que, par exemple, on a entendu parler, je crois, d'un château dans le sud-ouest de la France qui appartiendrait à France Télévisions, on a entendu parler de nombreuses voitures de fonction, on a entendu parler de frais de taxi invraisemblables. Oui, ça va, c'est des centaines de milliers d'euros qui sont dépensés pratiquement sans contrôle. Il y a eu l'affaire du Festival de Cannes, où la direction, les dirigeants des grandes chaînes de services publics ont été reçus dans des conditions somptuaires, les voitures de service, des rémunérations vraiment, je veux dire, qui sont en dehors de tous les canons de la fonction publique. C'est-à-dire non, je ne veux pas préciser ni être trop personnel, mais enfin, quand un dirigeant gagne plusieurs centaines de milliers d'euros par mois, je regrette, mais... Ah oui. Le président de la République, lui, gagne 15 000 euros par mois. Oui. Donc, c'est pas comparable, évidemment, mais enfin, c'est quand même invraisemblable. Il y a beaucoup d'argent. On a le sentiment, pour être un peu vulgaire, que certains se sont gavés et continuent de le faire avec de l'argent public. C'est dans le rapport. Je pense que ça va faire mal. Mais c'est tout à fait normal que les Français sachent ce qui advient de leur argent.
Et parce que là, actuellement, vous ne pouvez pas donner toutes les informations qui sont dans le rapport. Non, Je j'attends qu'il soit précise. publié, il faut qu'il soit publié. Vous avez un secret à respecter jusqu'à Ouais. lundi prochain, Oui. donc jour auquel le rapport sera publié. Oui. D'un autre côté, ce qui est vrai, c'est que finalement, on a cette idée que même quand on travaille dans l'audiovisuel public, on reste dans le service public. Et on a l'impression que, contrairement, même, on pourrait dire, même s'ils ont leurs propres défauts, hein, mais aux fonctionnaires ou eh bien, aux fonctionnaires d'autres entreprises d'État, d'une certaine façon, l'audiovisuel public, parce que c'est de l'audiovisuel, il faut que le champagne coule à flot. C'est un petit peu ça, voilà. Bon, on est entre soi, on fait la fête. Tout ça est très gentil, je comprends bien, mais bien sûr que dans le domaine culturel, dans le domaine de l'information, il y a, comment dire, des codes à respecter. Je veux dire, on ne va pas servir à ses invités du Perrier, hein, au lieu de leur servir du Dom Pérignon. Mais enfin, il y a quand même des limites, si vous voulez. Ouais. Vous voyez, Ouais. on pourrait par exemple prendre du Cordon Rouge plutôt que du Dom Pérignon ou du Ruinart. Ouais. C'est des petites choses, hein. Ça peut paraître mesquin, mais enfin, mis bout à bout, ça fait des centaines de milliers, voire des millions d'euros. Et ça, c'est de l'argent public. Et là-dessus, si vous voulez, la plaisanterie a assez duré. La Cour des comptes, d'ailleurs, sur la façon dont les comptes sont tenus, a été très sévère. Hein. Et évidemment, comme d'habitude, si vous voulez, il y a des tas de rapports, mais c'est comme si c'était de l'eau sur les plumes d'un canard, quoi. Ça glisse, et ça ne produit rien. Et d'une certaine façon, oui, voilà. Non, mais justement, c'est surtout cet argent, cette manière dont il est dépensé. En réalité, est-ce que on a entendu quelque chose comme quoi, effectivement, quand on mettait de l'argent dans le service public, on en retrouvait plus après. C'est-à-dire que finalement, l'argent investi dans le service public, c'était de l'argent qui ruisselait quelque part et qui n'était pas de l'argent perdu. Est-ce que dans les 4,4 milliards qui sont quand même le budget, c'est 4,4 milliards qui rapportent quelque chose ou c'est 4,4 milliards de creux de déficit? Alors, c'est pas 4 milliards, non, c'est pas un déficit. Voilà. C'est 4,4 milliards, c'est la part, c'est pratiquement la moitié du budget du ministère de la Culture, quand même. Hein. C'est pas rien. C'est quand même, c'est un budget d'investissement et de fonctionnement. Donc, c'est dépensé intégralement, bien entendu. C'est même dépassé, d'ailleurs. Alors, est-ce que ça rapporte bon, il faudra regarder les comptes de presse, sincèrement, je ne peux pas répondre à cette question. Que ça ruisselle, oui, mais je ne suis pas sûr que ça ruisselle au bon endroit, si vous voulez. Ça ruisselle toujours un peu sur les mêmes, par le système dont on parlait précédemment, de l'entre-soi, Oui. hein, où d'anciens agents du service public créent leur propre entreprise et contractent avec le service public, etc., où ils sont à ce moment-là beaucoup mieux rémunérés. Enfin bon, bref, ce système, si vous voulez, qui n'est pas formellement interdit, hein, il n'est pas légalement interdit, hein, puisqu'il est pratiqué, c'est contractualisé, c'est conventionnel, etc. Bon, bref. Mais malgré tout, si vous voulez, c'est quand même très choquant. C'est-à-dire qu'on ne voit pas l'intérêt pour le service public comment dirais-je, de dépenser l'argent public dans ces conditions-là. Et justement, sur cette question après de la loi du marché qui pourrait s'imposer derrière, en réalité, moi je vais prendre un exemple très simple, hein, mais c'est celui de T18, donc nouvelle chaîne qui a été lancée, qui fait des audiences, ridicules. C'est-à-dire que finalement, eux ont une chaîne de télévision théoriquement avec beaucoup plus de moyens que Radio Courtoisie et font sans doute, je crois, des audiences qui peuvent aller à 5000 auditeurs par émission. De cette façon, c'est pas forcément beaucoup mieux. Et est-ce que aujourd'hui, l'État, finalement, n'a pas aussi une plus-value à ne serait-ce que posséder ces fréquences, n'a pas une plus-value également à produire certaines, j'en sais rien, certaines séries, certains films, certains téléfilms. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose justement de... Moi, je pense que l'État ne doit rien produire du tout en matière de visuel. C'est pas son rôle. Si vous voulez, l'État a assez de, de missions qu'il a d'ailleurs du mal à réaliser, à effectuer et à respecter pour ne pas en plus se charger de devenir lui-même producteur de télévision. Hein. Que l'État s'occupe de l'école, que l'État s'occupe de l'hôpital, de la sécurité, de l'immigration, de l'économie, ce sera déjà bien. Laissons les professionnels de ce champ d'activité de la société agir en toute liberté. Évidemment, l'État contrôle, je veux dire, il y aura toujours une forme d'Arcom, n'est-ce pas, pour éviter les dérives. Mais à part sur le fait de renommer Radio France, vous comptez justement conserver l'Arcom dans sa forme actuelle, si on met ça de côté ? Pas dans sa forme actuelle, sûrement pas. Non, je pense que le statut de l'Arcom sera revu. Hein. Bon, on n'en est pas vraiment là. C'est un petit peu tôt du point de vue programmatique pour le dire, mais enfin, il est évident que le fait que l'Arcom manifestement agisse de façon très souvent biaisée, en tout cas
prête le flanc à ce type de reproche. Soyons prudents, parce que il ne faut pas parler, comment dirais-je, sans documenter. Mais enfin bon, quand même, nous considérons, nous, que l'ARCOM doit être revu dans son fonctionnement, dans son organisation, dans son budget et dans ses missions. Et notamment ne plus intervenir du tout dans la nomination des dirigeants du service public. Autre question, donc dans les 400 pages qui vont sortir lundi, sans rentrer dans le détail, en fait, à quoi est-ce que les Français peuvent s'attendre, en fait, quels seront les points quelque part à surveiller, quels seront justement les sujets, en tout cas d'intérêt. On va pas rentrer dans le détail parce qu'encore une fois, je sais que vous n'avez pas le droit, mais d'une certaine façon, qu'est-ce qui sera vraiment à regarder dans ce rapport ? Dans ce rapport, déjà, il faut... Tout, j'imagine. Mais oui, il faut tout regarder. Mais bon, il faut regarder les propositions, les presque 80 propositions de Charles Laloncle, qui sont intéressantes, des propositions de fusion, des propositions de suppression de chaînes, des propositions d'économie. Il y en a quand même de très très fines. Et donc, je pense que cela donnera lieu à de la production législative. Alors évidemment, tout le monde sait que nous sommes à un an d'élection présidentielle, que la session parlementaire 2025-2026 s'achève dans quelques mois, que le temps parlementaire est extrêmement compté. Donc il y a peu de chances pour que on aboutisse du point de vue législatif à des progrès en matière de pilotage et de financement du service public. Mais donc tout cela est effectivement reporté à l'après-présidentiel. Il y a quand même une niche parlementaire UDR le 25 juin. Oui. Est-ce que Charles Laloncle déposera des propositions à je ce moment-là ? sais pas, il faut lui demander, je l'ignore, parce qu'ils n'ont pas stabilisé encore. Je sais qu'il y a une niche UDR, mais les textes ne sont pas encore sortis officiellement ni stabilisés. Il faudrait le leur demander. Eh ben, on demandera effectivement à Charles Laloncle quand il viendra à notre antenne, on l'imagine bientôt. Ouais. Je voudrais revenir aussi sur deux ou trois personnalités qui effectivement ont été particulièrement au sein de la commission opposées à la publication de ce rapport, notamment la socialiste Aïda Hadizadeh, et le député LFI Aurélien Saint-Toul, qui eux deux se sont particulièrement manifestés. En fait, moi, quelque chose que j'arrive pas forcément à comprendre dans toute cette affaire, c'est eux aussi ont pu participer aux auditions, eux aussi ont pu donner leur avis au cours de cette commission. Pourquoi est-ce qu'ils veulent absolument, selon vous, ils voulaient en tout cas empêcher la publication du rapport ? Pour les raisons susdites, c'est-à-dire qu'ils considèrent que ce rapport est une charge contre un domaine qui leur appartenait en propre, une sorte de domaine réservé de la gauche, comme l'éducation ou la culture ou le spectacle vivant. Donc la gauche considère qu'elle est chez elle et que, d'ailleurs elle y est chez elle, elle a implanté depuis très longtemps ses agents, si je puis dire, ses représentants à tous les niveaux de décision et d'administration. Elle a noyauté le système, il faut bien le dire, et l'audiovisuel est parfaitement, nous semble-t-il, aussi largement noyauté par la gauche. Alors, M. Saint-Toul était quand même rapporteur de la commission Bétaram. Il s'est comporté comme un procureur impitoyable, comme une sorte de Robespierre à la petite semaine, notamment avec François Bayrou, dans une scène odieuse à laquelle j'ai assisté du début à la fin. Donc, il est assez mal placé pour donner à Charles Laloncle des leçons de, comment dirais-je... Courtoisie. Oui, voilà, en lui disant... c'est assez ridicule. Quant à Mme Hadizadeh, bien sûr, elle a été la passionnariat, entre guillemets, de la gauche sur ce sujet, n'hésitant pas à asséner à Charles Laloncle qu'il avait menti. Et lorsque Charles Laloncle lui a demandé « J'ai menti sur quoi ?» Eh bien, elle lui répond « Vous avez menti parce que vous avez utilisé un sondage CSA. CSA appartient à Havas et Bolloré a des actions à Havas. » Vous voyez le truc ? Toc, toc, toc. Donc, à partir du moment où M. Bolloré apparaît quelque part dans le paysage, même en tant qu'actionnaire minoritaire, il ne peut s'agir que de mensonge. Voilà où on en est avec cette députée qui a été vraiment extrêmement virulente avec Charles Laloncle. Il y a également un autre député, Erwan Balanant, qui lui veut publier un contre-rapport maintenant. Oui, alors bon, il n'y a pas de contre-rapport. Erwan Balanant nous a fait une sorte de fixation, une fixette presque, sur un échange qu'il avait eu avec Charles Laloncle lors d'une audition. Et Edouard Balanant avait prononcé une phrase, c'est « Tu vas voir, on va te régler ». Donc tutoiement et on va te régler. C'est pas ce que ça veut dire d'ailleurs, mais enfin bon, ça paraissait menaçant. Et Charles Laloncle lui a dit « Vous me menacez ». Et donc, bon,
Et donc, une partie de la commission, je ne trahis pas de secret, ce sera dans les minutes qu'on pourra lire la semaine prochaine, donc c'est pas un secret. Une partie de la commission s'est passée à cette espèce de face-à-face entre Charles Laloncle et Édouard Balanant exigeant que ces passages soient eux aussi retirés. Bon, ce qui n'a pas été fait. Et alors, il a expliqué qu'il allait faire un contre-rapport. C'est grotesque, il n'y a pas de contre-rapport. Ça n'existe pas, c'est simple. Bon. Oui. Par contre, ce que peut faire le groupe auquel il appartient, mais seulement le groupe, c'est ajouter une contribution au rapport. Il y a le rapport, c'est évidemment l'œuvre du rapporteur, aidé par les administrateurs, bien sûr. Il peut être précédé d'un avant-propos du président, ce que Patriélétus a annoncé, ce qui est parfaitement son droit, et il peut être complété par les contributions des groupes politiques. Donc il est possible que le RN fasse une contribution, il est possible que Modem fasse une contribution, vous voyez, c'est totalement libre. Donc M. Balanant, s'il veut s'exprimer, devra demander à son groupe l'autorisation de publier une contribution. Mais M. Balanant fait une affaire personnelle, c'était assez ridicule, il faut le dire. Il y a aussi quelque chose que j'avais repéré en préparant cet entretien et que je viens de retrouver, un article de France Info qui a été publié, je crois, hier, article de France Info dans lequel, dans lequel une phrase de Charles Laloncle est citée et où je pense une bonne douzaine de citations de tous les opposants au rapport sont cités. C'est quand même un symbole là-dedans qui est absolument formidable. Et on sent que même le service public, même sur toute cette affaire, finalement, se défend lui-même énormément. C'est-à-dire que, pour le coup, on sent que jamais ils n'ont été autant menacés et ils ont sorti les crocs, si vous me passez l'expression. Ils ont sorti les crocs parce que, eux, ils réduisent la chose à une offensive du groupe Bolloré contre le service public. C'est totalement ridicule. Il n'y a pas d'offensive du groupe Bolloré. Il y a une Assemblée nationale. En tout cas, ou si on a une, ça se fait en dehors du cadre législatif. Bien sûr, mais il peut y avoir tout ce qu'on veut. Je veux dire, la concurrence est libre, simplement. Et ceci n'a rien à voir avec le cadre législatif. L'Assemblée nationale a cette prérogative de contrôler l'usage des fonds publics et de contrôler l'action de l'État. C'est constitutionnel. La commission d'enquête parlementaire est une des modalités. C'est une sorte d'outil dans la boîte à outils parlementaire de ce contrôle, et il n'y a pas à sortir de là. Je veux dire, il n'y a pas d'instrumentalisation de la commission. Et sur la question de... parce qu'on a vu que justement Yaël Braun-Pivet, elle, s'était énormément investie aussi sur ce dossier, au point que d'ailleurs... c'est une affaire aussi qui a été interne à ce vote, mais que Charles Laloncle avait écrit une phrase, on va dire, anti-Braun-Pivet dans son rapport, qu'il a dû supprimer pour trouver un compromis. Et en parallèle, ce que je trouve assez surprenant, c'est que les macronistes, eux, se sont abstenus. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de... les macronistes, avec eux, c'est toujours du en même temps, si vous voulez. Donc, vous savez pas. Donc, on a fini par comprendre que si la phrase relative à la présidente de l'Assemblée nationale n'était pas retirée, les macronistes voteraient contre. Ce qui, évidemment, à 9, faisait basculer le vote. Bon. Donc, elle a été retirée et ils ont tenu parole, ils se sont simplement abstenus. Ils n'ont pas voté pour, à ma grande surprise, parce que franchement, pour des démocrates, ne pas vouloir explicitement qu'un rapport de cette nature soit rendu public, c'est-à-dire c'est un geste profondément démocratique, c'est quand même un peu étrange. Mais enfin bon, c'est du macronisme. Le macronisme, c'est toujours une chose et son contraire. Bref, l'essentiel, c'est qu'il soit abstenu. Finalement, ça a permis au texte de passer. Dernière question, peut-être très rapidement pour conclure, Roger Chudeau. Il y a un auditeur qui demande où est-ce qu'on pourra retrouver ce rapport, justement. Il sera publié au JO, au Journal officiel de la République française. Il sera sur le site de l'Assemblée nationale. Et à mon avis, il sera édité. On devrait pouvoir se le procurer à la documentation française. Très bien. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Roger Chudeau, d'avoir essayé d'avoir un petit peu éclairé toute cette affaire en interne sur la commission, comme aussi sur les grandes lignes de ce rapport. Sans doute qu'on vous recevra aussi pour, on va dire, rapport en main pour l'analyser et pour même que vous nous parliez un petit peu aussi de ces auditions qui ont eu lieu à huis clos et dont, encore une fois, on ne peut pas tout à fait parler pour le moment. Non. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Roger Chudeau, et on vous dit à très bientôt ici sur Ligne Droite.